Bonjour, chers amateurs de terreur. Aujourd'hui, je vais raconter des histoires effrayantes sur Voisin. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, mieux vaut ne pas regarder cette vidéo. Je ne suis pas responsable des nuits blanches que vous pourriez passer. Si vous avez vraiment du courage, regardez jusqu'à la fin. Allez-vous y arriver? L'homme hurlant de l'avenue des Pins. L'avenue des Pins était une oasis de tranquillité, un quartier paisible où les familles avec de jeunes enfants trouvaient refuge loin du tumulte de la ville. Ma famille, composée de mes parents, de mon petit frère Ethan et de moi, Sarah, âgée de 10 ans, s'y installa avec bonheur. Notre quotidien était rythmé par les rires d'enfants jouant dans les rues, les barbecues partagés entre voisins et les soirées paisibles passées sur le porche. Cette harmonie fut brusquement rompue par l'arrivée de Monsieur Noirwood au numéro 13. Monsieur Noirwood était une figure inquiétante, un homme grand et maigre aux yeux perçants qui semblait sonder les profondeurs de votre âme. Il emménagea sans faire de bruit un après-midi sombre et pluvieux. Dès son arrivée, un sentiment de malaise s'installa dans le quartier. Personne ne le voyait jamais pendant la journée, mais chaque nuit, à minuit précis, un hurlement effroyable déchirait le silence. Ce n'était pas le cri d'un animal, mais celui d'un homme en proie à une souffrance indicible. Les premières nuits, nous avons cru à une farce macabre, mais les hurlements persistèrent, chaque nuit plus désespérés et plus terrifiants. La peur s'installa rapidement. Les enfants cessèrent de jouer dehors après la tombée de la nuit, et les conversations entre voisins se faisaient à voix basse, teintées d'inquiétude. Mes parents, malgré leurs efforts pour nous rassurer, paraissaient de plus en plus pâles et anxieux. Chaque nuit, alors que l'heure fatidique approchait, une tension palpable envahissait notre maison. Le hurlement, lorsqu'il retentissait, faisait frémir les murs et résonnait dans nos cœurs. Une nuit, poussé par une curiosité insatiable, je décidai de percer le mystère de Monsieur Noirwood. Ethan dormait profondément et mes parents étaient absorbés par un film, leur visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Je me glissai hors de mon lit et me dirigeai discrètement vers la fenêtre. En écartant légèrement le rideau, je vis la maison de Monsieur Noirwood enveloppée de ténèbres, à l'exception d'une lumière vacillante dans le grenier. Soudain, le hurlement éclata, plus proche que jamais, me glaçant le sang. Je fermai les yeux, mon cœur battant à tout rompre, puis un fracas assourdissant résonna, suivi d'un silence angoissant. La terreur m'envahit et des larmes me montèrent aux yeux. Je retournai précipitamment dans mon lit, me cachant sous les couvertures, terrifié par ce silence plus effrayant encore que les hurlements. Le lendemain matin, une calme anormale régnait. Pas de voiture de police, pas de remue-ménage. C'était comme si rien ne s'était passé. Les jours se transformèrent en semaines, et les hurlements disparurent, remplacés par un silence oppressant. Peu à peu, nous commencions à nous détendre, tentant de retrouver une normalité éphémère. Un après-midi, alors que nous jouions à cache-cache avec Ethan, je m'aventurai dans les bois derrière notre maison, un endroit interdit par nos parents. Le cœur battant d'excitation et de peur, je me frayai un chemin à travers les arbres imposants. Au cœur de la forêt, niché parmi les pins géants, je découvris une cabane délabrée. Un frisson me parcourut l'échine, mais la curiosité l'emporta. Je me glissai discrètement jusqu'à une fenêtre brisée et jetai un coup d'œil à l'intérieur. L'air était lourd de la puanteur de la décomposition. À la lumière de la lune filtrant à travers le toit troué, j'aperçus une cage de fortune aux barreaux tordus et rouillés. Puis je le vis. Monsieur Noirwood, recroquevillé dans un coin, sa silhouette autrefois imposante réduite à une figure squelettique et pathétique. Ses yeux, vidés d'espoir, rencontrèrent les miens. Un soupir étranglé s'échappa de ses lèvres, suivi d'un gémissement bas et plaintif. Ce n'était plus un hurlement humain, mais le gémissement d'une créature brisée, à bout de force et de volonté. La terreur me propulsa hors de la cabane. Je courus à toute vitesse, mon cœur battant à tout rompre, jusqu'à la sécurité de ma maison. Incapable de parler à mes parents de la cabane, de peur de la vérité qu'elle pourrait contenir, je gardai ce secret pour moi. L'image de Monsieur Noirwood, désespéré et hanté, resta gravée dans ma mémoire, me suivant jusque dans mes cauchemars les plus profonds. Le lendemain matin, la police envahit l'avenue des Pins. Des voitures aux gyrophares bleus et rouges illuminaient la rue dans un balai sinistre de lumière et de sirènes. Les agents de police se dispersèrent, fouillant les bois. Quelques heures plus tard, ils découvrirent la cabane. Monsieur Noirwood, déjà mort depuis plusieurs jours, avait succombé à la faim et à l'exposition. La cause de ces hurlements nocturnes resta un mystère insondable. La cabane, expliquèrent les enquêteurs, était un vestige de son passé, un lieu où il semblait revivre des souffrances anciennes, des secrets sombres qu'il avait emportés avec lui dans la tombe.
Nous déménageâmes peu après, la mémoire de l'avenue des Pins demeurant un rappel sinistre que parfois, les monstres les plus terrifiants ne se cachent pas dans l'obscurité, mais vivent parmi nous, rongés par leurs propres démons. Cette expérience nous laissa profondément marqués. Mon enfance avait été brutalement arrachée par la découverte de la vraie nature de la peur, non pas celle des créatures imaginaires sous le lit, mais celle qui se cache derrière des visages humains, leur propre humanité éclipsée par des ténèbres intérieures. L'avenue des Pins, autrefois symbole de sécurité et de communauté, était maintenant gravée dans ma mémoire comme un endroit où les ombres du passé peuvent se manifester de manière terrifiante. Nous ne parlions jamais de cette période, mais les nuits où je fermais les yeux, je pouvais encore entendre les hurlements de Monsieur Noirwood, écho d'une douleur qui ne s'éteint jamais vraiment. Les monstres ne sont pas toujours cachés dans les recoins sombres de la nuit, parfois, ils vivent juste à côté, derrière des façades de normalité, prisonniers de leur propre terreur. Nous avons terminé le premier récit. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos impressions en commentaire. Le deuxième récit commence maintenant. L'homme souriant de la rue des Érables. La rue des Érables, avec ses clôtures blanches impeccables et ses pelouses parfaitement entretenues, était l'incarnation du rêve suburbain. Les voisins se saluaient chaleureusement, les enfants jouaient dans les rues, et les soirées étaient remplies de rires et de conversations animées. Cette sérénité fut soudainement troublée par l'arrivée des Evans. Monsieur Evans était un homme grand et mince, toujours affichant un sourire figé qui ne semblait jamais atteindre ses yeux. Ce sourire perpétuel avait quelque chose d'inquiétant, une joie forcée qui mettait mal à l'aise. Madame Evans, quant à elle, restait invisible. Les chuchotements commencèrent doucement. Madame Johnson, qui vivait en face, mentionna avoir vu des courses livrées chez les Evans, mais jamais un signe de Madame Evans. La première anomalie vint avec la musique. Chaque nuit, à 3 heures précises, une mélodie mélancolique s'échappait de la maison des Evans. Ce n'était pas fort, mais cette musique jouée sur une vieille boîte à musique rouillée envoyait des frissons dans tout le quartier. Le sommeil devint un luxe rare. Mes parents prétendaient ne rien entendre, mais leurs regards inquiets en disaient long. Puis vinrent les bruits de fouilles. Tard dans la nuit, le bruit régulier d'une pelle résonnait à travers la rue autrement silencieuse. Mes parents disaient que c'était des rénovations, mais leurs yeux trahissaient une inquiétude croissante. Une nuit, poussé par une curiosité insatiable et l'incapacité de dormir, je décidai d'enquêter. Je sortis discrètement de ma chambre, mes pieds nus effleurant le sol froid. La lune projetait des ombres étranges et inquiétantes sur les murs de notre maison. En regardant par une fissure dans la clôture des Evans, je vis Monsieur Evans en train de creuser dans leur jardin. Son sourire habituel était remplacé par une expression de concentration intense, presque maniaque. La lumière de la lune rendait sa silhouette encore plus grotesque. Mon cœur battait à tout rompre. Un mouvement maladroit de ma part fit tomber un pot de fleurs. Monsieur Evans se figea, son sourire disparut, remplacé par un regard froid et calculateur. Il commença à avancer vers la clôture, son sourire revenant lentement, plus sinistre que jamais. Paniqué, je me précipitai à l'intérieur de la maison, mon cœur battant la chamade. Le lendemain matin, le trou dans le jardin était rempli. Pas de traces des événements de la nuit précédente. La musique cessa, remplacée par un silence oppressant, encore plus angoissant. Les jours se transformèrent en semaines. Un après-midi, en rentrant de l'école, je vis une voiture de police garée devant la maison des Evans. Mon souffle se coupa. Une nuée d'officiers sortaient de la maison, leurs visages graves. Mes jambes me portèrent chez moi, poussé par une curiosité morbide. Plus tard, les nouvelles confirmèrent nos pires craintes. Madame Evans était portée disparue, présumée morte. La police avait découvert une pièce cachée dans le sous-sol, insonorisée et vide, à l'exception d'une seule boîte à musique rouillée sur le sol. Monsieur Evans ne fut jamais inculpé, faute de preuves. Les rumeurs allèrent bon train, alimentant les conversations chuchotées et les regards furtifs des voisins. La maison des Evans resta vide pendant des années, un monument sinistre aux secrets enterré sous ses pelouses bien entretenues. Ma famille finit par déménager, mais la rue des Érables resta gravée dans ma mémoire, un rappel que parfois, les histoires les plus terrifiantes ne sont pas chuchotées dans l'obscurité, mais dissimulées à la vue de tous, derrière un sourire qui ne touche jamais les yeux. Nous voilà arrivés à la fin du deuxième récit. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne et si vous avez mis un j'aime? Passons au troisième. Le silence de la rue des Ormes. La rue des Ormes semblait être l'endroit parfait pour commencer une nouvelle vie. Ma famille et moi avons quitté l'agitation de la ville pour ce quartier tranquille, ses maisons charmantes et ses voisins souriants.
Mais notre optimisme fut bientôt éclipsé par l'ombre inquiétante qui planait sur la maison voisine. Monsieur Crowley, notre voisin, était une figure mystérieuse. Ses traits émaciés et ses yeux d'un noir profond semblaient toujours habités par une obscurité insondable. Il ne parlait jamais, se contentant de nous observer derrière ses fenêtres poussiéreuses. Le premier signe de trouble vint avec les chats errants. Chaque matin, une douzaine de félins, tous portant une unique blessure béante sur le ventre, se rassemblaient devant notre porte arrière. Nous avons contacté la fourrière, mais le lendemain, les mêmes scènes se répétaient. C'était comme un message silencieux de Monsieur Crowley, une mise en garde obscure que nous ne pouvions déchiffrer. Les murmures des voisins ajoutaient à notre malaise. Une vieille dame du coin mentionna un incendie des années auparavant, une tragédie qui avait emporté la femme et la jeune fille de Monsieur Crowley. Sa maison, miraculeusement épargnée par les flammes, se dressait comme un monument macabre à cette perte. Les chuchotements peignaient Monsieur Crowley comme un reclus, certains insinuant même qu'il avait sombré dans la folie. Une nuit, un cri déchirant brisa le silence de la rue. Ce hurlement désespéré provenait de chez Monsieur Crowley, un son si terrifiant qu'il me glaça le sang. Mes parents appelèrent la police, mais lorsque les agents arrivèrent, Monsieur Crowley, apparemment calme, refusa de les laisser entrer. Ils partirent, arguant qu'il n'y avait aucune cause probable pour une perquisition. Ce cri continuait de me hanter, un rappel glaçant de l'obscurité qui se cachait derrière notre mur mitoyen. Les jours passèrent, pesants de terreur. Un soir, alors que j'aidais mon père dans le garage, une odeur nauséabonde de chair brûlée nous frappa. Nous traçâmes cette puanteur jusqu'à une section condamnée du sous-sol de Monsieur Crowley. Mon père, un vétéran de guerre, décida de le confronter. Ma mère et moi observions depuis la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Mon père s'approcha de la porte de Monsieur Crowley, et une conversation tendue s'ensuivit. Soudain, mon père recula, horrifié, et courut à l'intérieur, murmurant qu'il fallait appeler les autorités de nouveau. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un cri perçant déchira l'air. Nous nous précipitâmes dehors pour voir Monsieur Crowley traînant mon père vers le sous-sol barricadé. La panique me submergea. J'attrapai une batte de baseball et fonçai vers eux. Monsieur Crowley, surpris, lâcha momentanément mon père. Je frappai son épaule avec la batte. Il rugit de douleur mais son emprise sur mon père se renforça. Soudain, la porte du sous-sol s'ouvrit en grinçant. Une puanteur épouvantable s'en échappa, et à la lumière tamisée, je vis des cages contenant des chats émaciés, leurs yeux dilatés par la terreur. Cette vision sembla briser quelque chose en Monsieur Crowley. Il relâcha mon père et recula, marmonnant à propos de présences revenantes. Il se retira dans sa maison, claquant la porte derrière lui. Les policiers arrivèrent peu après. Ils découvrirent les cages remplies d'animaux torturés, confirmant nos pires craintes. Monsieur Crowley avait disparu, et on ne le retrouva jamais. La maison de la rue des Ormes devint un monument sinistre à un secret effroyable. Nous déménageâmes peu après, les cris et la puanteur gravés à jamais dans nos mémoires. La rue des Ormes, autrefois un havre de paix, devint pour nous le symbole des ténèbres qui peuvent se cacher derrière les façades les plus ordinaires. L'avenue des Pins était un havre de paix, une retraite idéale pour des familles avec de jeunes enfants. Ma famille, composée de moi, Sarah, une curieuse fillette de 10 ans, et mon petit frère Ethan, s'y intégra parfaitement. Mais cette tranquillité vola en éclats avec l'arrivée de Monsieur Noirwood au numéro 13. Monsieur Noirwood était une énigme, un homme grand et maigre aux yeux perçants qui semblait sonder les âmes. Il emménagea sans prévenir un après-midi sombre. On ne le voyait jamais pendant la journée, mais chaque nuit, à minuit précisément, un hurlement déchirant retentissait, un cri humain déformé en un son primal désespéré. Les premières nuits, nous avons cru à une blague. Mais les hurlements continuaient, nuit après nuit, devenant de plus en plus forts, de plus en plus désespérés. La peur remplaça la curiosité, et le terrain de jeu autrefois animé devint déserté après la tombée de la nuit. Mes parents, malgré leurs assurances, devenaient de plus en plus pâles et renfermés. Une nuit, la curiosité me rongeait. Ethan dormait profondément et mes parents étaient absorbés par un film, leur visage marqué par l'inquiétude. Je ne pouvais plus supporter l'incertitude. Je me faufilai jusqu'à ma fenêtre, jetant un coup d'œil à travers la mince fente de la nuit. Le numéro 13 était enveloppé de ténèbres, mais une seule lumière vacillait dans le grenier. Soudain, le hurlement éclata, plus proche que jamais. Je fermai les yeux, le cœur battant à un rythme frénétique, puis un fracas assourdissant retentit, suivi d'un silence surnaturel. La panique m'envahit.
Des larmes me montèrent aux yeux et je me glissai sous les couvertures, terrifié par ce silence plus effrayant encore que les hurlements. Le lendemain, le calme anormal persistait. Pas de voiture de police, pas de remue-ménage. C'était comme si rien ne s'était passé. Les jours se transformèrent en semaines, les hurlements disparurent, remplacés par un silence étouffant. Nous commençâmes à nous détendre, un semblant de normalité revenant peu à peu. Un après-midi, en jouant à cache-cache avec Ethan, je m'aventurai dans les bois derrière notre maison, un endroit interdit par nos parents. Au cœur de la forêt, niché parmi les pins géants, je tombai sur une cabane délabrée. Un frisson me parcourut. La curiosité prit le dessus. Je jetai un coup d'œil à travers une fenêtre brisée. L'intérieur empestait la décomposition. À la lumière de la lune, j'aperçus une cage de fortune aux barreaux tordus et brisés. Puis je le vis. Monsieur Noirwood, recroquevillé dans un coin, sa silhouette autrefois imposante réduite à une figure squelettique. Ses yeux, vidés d'espoir, rencontrèrent les miens. Un soupir étranglé s'échappa de ses lèvres, suivi d'un gémissement bas et plaintif. Ce n'était plus un hurlement humain, mais le gênement d'un animal brisé. La terreur me propulsa hors de la cabane. Je rentrai en courant chez moi, incapable de parler à mes parents de la cabane, de peur de la vérité qu'elle pourrait contenir. L'image de Monsieur Noirwood, désespéré et hanté, resta gravée dans ma mémoire. Le lendemain matin, la police envahit l'avenue des Pins. Ils découvrirent la cabane, Monsieur Noirwood mort depuis longtemps de faim et d'exposition. La cause de ces hurlements resta un mystère. La cabane, dirent-ils, était un vestige de son passé, un secret sombre qu'il avait emporté dans sa tombe. Nous déménageâmes peu après, la mémoire de l'avenue des Pins demeurant un rappel sinistre que parfois, les monstres les plus terrifiants ne se cachent pas dans l'obscurité, mais sont dissimulés à la vue de tous, leurs propres démons les poussant à des actes inimaginables. La rue des Érables était l'image même de la banlieue parfaite, des clôtures blanches, des pelouses impeccablement entretenues et des visages amicaux. C'était la vie avant que les Evans ne déménagent à côté. Monsieur Evans, un homme longiligne avec un sourire perpétuel, exsudait une gaieté inquiétante. C'était un sourire qui ne touchait jamais ses yeux, un sourire qui me glaçait le sang. Madame Evans, elle, restait invisible. Les murmures commencèrent subtilement. Madame Johnson, de l'autre côté de la rue, mentionna avoir vu des courses se faire livrer, mais jamais de Madame Evans. Ces chuchotements alimentaient une suspicion perturbante qui me rongeait. Moi, Sarah, 16 ans, avec une curiosité adolescente insatiable, ne pouvais pas laisser ces mystères sans réponse. La première bizarrerie vint avec la musique. Chaque nuit, à 3 heures précises, une mélodie hantée se diffusait de la maison des Evans. Ce n'était pas fort, mais la mélodie lugubre jouée sur une boîte à musique rouillée me donnait des frissons. Le sommeil devint un luxe rare. Puis vint le bruit des pelles. Tard dans la nuit, le rythme régulier d'une pelle résonnait à travers la rue silencieuse. Mes parents disaient que c'était des rénovations, mais l'inquiétude dans leurs yeux racontait une autre histoire. Une nuit, poussé par une curiosité morbide et une nuit d'insomnie, je sortis en cachette par ma fenêtre. La lune projetait de longues ombres sinistres. En regardant par une brèche dans la clôture des Evans, je vis Monsieur Evans creusant dans leur jardin. Sa silhouette était grotesque à la lumière de la lune. La panique monta en moi et je reculai brusquement, renversant un pot de fleurs. Monsieur Evans s'immobilisa, son sourire s'évanouissant pour la première fois, ses yeux froids et calculateurs rencontrèrent les miens. Une peur primale m'envahit et je courus jusqu'à ma maison, le cœur battant la chamade. Le lendemain matin, le trou dans le jardin était comblé, comme si rien ne s'était passé. Mais la peur persistait. Puis la musique cessa. Un silence inquiétant remplaça la mélodie lugubre, et c'était pire encore. Les jours passèrent, lourds de terreur. Un après-midi, en rentrant de l'école, je vis une voiture de police garée devant la maison des Evans. Mon souffle se coupa. Une nuée d'officiers émergeait de la maison, leurs visages sombres. Mes jambes me portèrent chez moi, poussé par une curiosité morbide. Plus tard, les nouvelles confirmèrent mes pires craintes. Madame Evans était portée disparue, présumée morte. La police avait découvert une pièce cachée dans le sous-sol, insonorisée et vide, avec une seule boîte à musique rouillée sur le sol. Monsieur Evans ne fut jamais inculpé, faute de preuves. La maison des Evans resta vide pendant des années, un monument au secret enterré sous ses pelouses bien entretenues. Ma famille finit par déménager, mais la rue des Érables resta gravée dans ma mémoire, rappelant que parfois,
les histoires les plus horrifiantes ne sont pas chuchotées dans l'obscurité, mais dissimulées à la vue de tous, derrière un sourire qui ne touche jamais les yeux. Vous avez fait preuve d'un véritable courage pour en arriver jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de terreur. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.